Donc, il y a de l'IA dans InDesign, vous avez fenêtre, texte à l'image, mais c'est vraiment marginal. Et ça marche moins bien que dans Photoshop, donc ça sert à rien de rester dans InDesign pour faire ça. Le développement génératif pour inventer du décor aussi, mais ça marche moins bien que dans Photoshop. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis sur le côté à faire de l'IA pour InDesign pour automatiser, avec notamment celui qui s'en sort le plus maintenant, c'est Mate. Voilà. Une extension pour InDesign, pour amener de l'IA dans vraiment automatiser ce que Adobe ne fait pas, quoi. Ce que Adobe ne fait pas. Comme ça, vous êtes au courant que l'IA dans InDesign, d'origine, il y en a très peu et elle marche mal, et que sur le côté, il y a des gens qui développent des choses pour automatiser les flux de travail pour que ça aille plus vite. Ist das Material Scoring Farmland? Mais c'est un plugin, voilà. Ah oui, Et on lui demande de faire certaines tâches, voilà. Vous aurez ça sur omata.io si vous voulez regarder. Oui. Ben bon, en tant que débutant dans InDesign, c'est pas encore pour vous, mais savoir que la chose existe, c'est déjà pas mal. Bien, alors on va continuer ici. Quand vous positionnez l'image dans une colonne, par exemple, vous avez fait en sorte avec l'outil de transformation manuelle qui permet, quand on est en sélection du bloc et de son contenu, donc avec la flèche noire, quand on a sélectionné le bloc, mais qu'on n'a pas double-cliqué, on n'est pas descendu au niveau de l'image, c'est le bloc et son contenu. Avec l'outil de transformation manuelle, vous arrivez avec la touche Shift à redimensionner l'image pour qu'elle ait à peu près la largeur d'une des colonnes. Mais elle va recouvrir le texte qui est derrière. Donc, il y a une solution simple, c'est de demander qu'elle repousse le texte. Alors, pour bien voir ce que ça donne, on va éventuellement travailler sur un des textes que vous avez téléchargé. On va aller chercher un texte, un des textes téléchargés. Donc, le dossier, le zip là, c'est pas un dossier, c'est un zip pour faire des tests de mise en page. Vous l'aviez téléchargé? Ok. Donc, vous l'avez dézippé. Voilà. Il est là. Donc, le voilà. Bon, il y a des textes créés par Bing ou ChatGPT, des anciennes versions. Bon, ben, je vais prendre par exemple La vie des grands philosophes en français. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous devriez l'ouvrir dans un traitement de texte basique sur le Windows. Donc, WordPad n'existe plus, mais par contre, vous avez peut-être Bloc-notes, oui, ou si vous voulez, dans Word, qui n'est pas un traitement de texte basique. Hein. Word, c'est pas mal. Hein. Et il y a simplement plein de gens qui le connaissent pas bien et qui l'utilisent mal, mais sinon, c'est très performant, Word. Hein. OK. Oui, je vous ai mis un lien là au-dessus vers la conversation GPT, mais c'est pas intéressant. Alors, je vais sélectionner à partir de la philosophie occidentale, voilà, et sélectionner jusqu'en bas, et copier, édition, copier. Et puis, je vais le coller dans InDesign. Techniquement, il serait possible d'importer un fichier Word ou RTF et qu'il soit lié dans InDesign. Et que si on modifie, si le rédacteur modifie son fichier Word ou RTF, ça se met à jour dans InDesign. Il le dit. Même chose pour les tableaux Excel. On peut importer un tableau Excel, les données, et si elles sont modifiées, ça se met à jour automatiquement dans InDesign. Je vous montre, comme ça vous savez que ça existe, c'est dans les préférences. Édition préférences, n'y allez pas maintenant, je vous montre juste. Ici sur le Mac, InDesign préférences, gestion des fichiers. Si on coche ceci, créer des liens avec les fichiers de texte et des feuilles de style, on est capable d'importer du texte et que
il y ait le lien, comme pour les images. Donc, il y en a que ça peut intéresser. OK, alors ici, on va se positionner au début. Ah, j'ai pas le bon outil, la flèche noire. Non, le texte. Outil texte. On va se positionner au début des paragraphes. Mais attendez un peu, non, on a oublié de faire le titre, le sous-titre. Ça va plutôt être... on avait fait un sous-titre. Non, excusez-moi, on l'a fait, j'ai rien dit. On se met au début du paragraphe ici, voilà. Voilà, et on va sélectionner tout ce qui est après, donc CTRL SHIFT END sur le PC, Command SHIFT et la touche spéciale sur le Mac dont on a parlé tout à l'heure. Donc tout est sélectionné et on va remplacer ça. Donc édition, coller, et voilà. Il y a le texte ici, il fallait. C'est ouais. Fait que la LibreOffice, Ah, vous avez LibreOffice pour l'ouvrir? il est pas c'est Word n'est pas installé? Word n'est pas ça, mais il y a une LibreOffice, c'est super si vous arrivez à l'ouvrir avec LibreOffice. J'aurais peut-être pu vous mettre un fichier TXT, donc du texte basique non formaté. À ce moment-là, ça aurait peut-être été mieux. Mais si vous y arrivez, le RTF dans LibreOffice et le copier-coller, c'est parfait. Donc techniquement, voilà, ça a fonctionné. Bon, en attendant que tout le monde soit arrivé à copier-coller le texte du traitement de texte vers InDesign, je vous rappelle qu'il faut sélectionner tout ce qui suit le curseur en se mettant au début là, du premier paragraphe avec les touches CTRL SHIFT END sur le clavier du PC, commande majuscule, la touche flèche vers le bas avec une barre sur le Mac. On en a parlé tout à l'heure. En tout cas, là, on voit que le texte se sélectionne derrière l'image aussi. Il y a du texte derrière l'image. Voilà. Et donc, en attendant que tout le monde y soit arrivé, je vous montre l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vous ai montré la galerie des horreurs avec 60 millions de graphistes. Et voilà comment trouver sur le web des bons exemples de mise en page. Bien sûr, vous avez déjà les templates qu'on a vus, Adobe, Envato, FreePic tout à l'heure, mais vous avez aussi Pinterest, Grid, InDesign. Normalement, ça va me montrer des mises en page avec sur base de grilles. Voilà, je vais passer dans la partie images. Et alors, je vais taper peut-être magazine, parce que sinon, ça me montre juste les structures, les grilles. C'est intéressant. Là, du coup, vous voyez le principe de la grille qui divise en zones les pages, en fait. Hein. Mais c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir des exemples de magazines construits sur base de grilles. La grille n'apparaît pas dans la mise en page finale, mais on sent que ça a été fait sur base d'une grille. Je pense qu'en tapant ça, ça va aller. Oui, ça marche. Pinterest Grid InDesign Magazine. On tombe sur plein d'exemples de magazines et voilà. Et alors, visiter le site, oui, voilà. C'est pas du Pinterest, mais ça montre des exemples de bons magazines, des belles brochures sur base de grilles. Voilà, vous voyez cette mode de mettre oui, des bords. Pourquoi pas? OK. Donc, des beaux exemples où on a des images qui vont jusqu'au bord, des superpositions d'images, des images qui passent d'une page à l'autre pour éclater la surface de la page, en fait. Hein. Voilà. Des blocs de texte qui débordent sur les images. Bel exemple, mais c'est un peu fashion magazine, quoi. Est-ce que ça conviendra à tous ces effets? Pas certain. Mais ici, il y a plein d'exemples. Les fameux bords blancs, parfois. Des pages où il y a que des images et en face, c'est le texte. Des titres graphiques avec de l'italique. Des titres tournés à 90 degrés. Ça, c'est l'accueil, c'est la
la table des matières. Il y a 2 manières de faire des tables des matières dans InDesign, manuellement pour les petites brochures, et alors on peut faire quelque chose de très graphique, et automatiquement pour les longs documents, bien sûr, en allant rechercher les styles des titres. Donc tout est possible. Donc voilà comment vous trouverez plein de bons exemples de magazines et de mise en page, voilà, Pinterest. Mais alors, plus loin, en bas, voilà, je vais tomber certainement sur vraiment le site Pinterest avec des gens qui répertorient des magazines intéressants. Donc ça, c'est les grilles seulement. Un peu lent, on va y arriver. Donc, faut pas hésiter à s'inspirer. Voilà, un Pinterest. Il y en a plein. Il y a plein de gens qui, pour leur usage personnel, je le fais aussi, hein, de la veille graphique et technologique, pour leur usage personnel, ils collectionnent des images de ce que les autres designers ont fait, voilà, pour pouvoir montrer à des clients ce qu'il est possible de faire. Parce qu'il n'y a pas de copyright sur des mises en page, hein, pour s'inspirer, garder un œil sur les tendances. Voilà, voilà. Ok, donc j'imagine qu'entre-temps, tout le monde a réussi à copier-coller son texte français. Ça devrait marcher. Bien, alors on en était à l'image qui est sélectionnée avec la flèche noire sans double-cliquer sur elle. Et on va faire en sorte qu'elle repousse le texte, qu'elle habille en fait. Et ça, c'est dans le menu fenêtre, habillage de texte. C'est une des manières de mettre des images dans la colonne. L'autre manière, c'est de l'insérer en tant que paragraphe entre 2 paragraphes de texte. Ça, c'est ce qu'on appelle une image ancrée. Je vous ai parlé tout à l'heure des objets ancrés qui sont sur le bord du texte, en face du texte, les objets ancrés. Et les images ancrées, c'est quand on met sur un paragraphe vide, entre 2 paragraphes existants, on colle l'image. Ben, c'est une technique plus complexe. Ici, elle est très facile, cette technique. L'image n'est pas dans les paragraphes, elle flotte vraiment au-dessus. Et avec habillage de texte, vous enclenchez éventuellement la deuxième icône. Et voilà. En principe, ça repousse le texte. Si vous bougez l'image, vous allez bien le voir. En fait, hein, ça recalcule à chaque fois le positionnement. Bien sûr, si vous la mettez entre 2 colonnes, il faut qu'elle soit petite, parce que là, il n'y a pas assez de place pour le texte, c'est ridicule, quoi. Donc là, je la mettrai plutôt sur une colonne. Donc, dans l'habillage de texte, on a enclenché ceci. Et vous avez même possibilité de casser la chaîne et de mettre des marges. Vous allez pouvoir repousser le texte plus haut ou plus bas grâce à une marge qui apparaît. Voilà. Ah, dans le sens idiot, comme ça. Voilà, on visualise la marge d'habillage. Impossible qu'il y ait du texte qui apparaisse dans cette zone de marge que j'ai faite ici. J'ai cassé la chaîne et j'ai modifié ici. Bien. Donc, l'autre image que je redimensionne avec l'outil transformation manuelle si nécessaire et la touche majuscule. Je lâche au bouton à souris puis la touche majuscule. Voilà, l'autre image peut aller sur le côté en habillage. Voilà, je vais la mettre là. Je peux la faire dépasser de la page, c'est pas un problème. Comme ça, voilà. Voilà. Et alors, quand j'enclenche l'outil d'aperçu ici, le mode aperçu, je vois la page sans l'image qui déborde. Donc, si vous voulez que l'image aille jusqu'au bord de la page, il faut absolument, je vais la mettre plutôt là, voilà, il faut absolument que ça déborde bien au-delà, au moins 3 mm.
C'est ce qu'on appelle le bord perdu, le fond perdu. Ça vous dit quelque chose, cette notion? Ok. Before just pop, don't get the kunskap att you know then get the first. Oui, il faut avoir les bords perdus, il faut faire déborder. Fond perdu ou bord perdu. Voilà. True. Vous avez plein de sites web qui vous expliquent ça, notamment les imprimeurs en ligne auxquels vous envoyez éventuellement, auxquels on peut envoyer éventuellement, voilà, des documents imprimés. Il y a les traits de coupe, il y a le format final, mais on imprime au-delà. Sinon, c'est impossible que ça aille jusqu'au bord. Techniquement, c'est impossible. Si, on peut voir, les traits de coupe, en fait, c'est pas vous qui les faites, c'est... Les traits de coupe, quand on les fait soi-même, c'est plutôt dans Illustrator, quand on fait des cartes de visite ou des choses comme ça. Mais les traits de coupe dans le PDF, c'est Adobe qui vous les crée. Hein. Écoutez, on va faire un PDF imprimable au départ de ceci, comme ça vous allez voir. Vous avez votre page. Ah tiens, habillage, le texte va trop près, là, je vais quand même mettre une marge d'habillage au-dessus de cette image ici. Donc avec la chaîne cassée, je vais augmenter. Voilà, la marge d'habillage est là. Ça a éloigné le texte. Tiens, le titre, on avait dit qu'on le mettrait sur 2 colonnes. On peut tenter. Parce qu'il est un peu rikiki, là, un peu perdu. Mon titre, en tout cas, c'est foireux. Il n'est pas assez grand par rapport au corps du texte, au texte principal. C'est pas assez grand. Et ça entre un peu en conflit. Il faudrait qu'il, point de vue hiérarchie, il soit plus grand. Et une des manières de le mettre plus grand, c'est de lui demander de s'étendre sur 2 colonnes. Donc allez-y, mettez le curseur dans le titre et puis après on fera l'exportation de documents. Alors attention, pour la couleur du texte, c'est important d'utiliser du noir. Parce que, oui, je vous ai dit, pas la couleur repérage, évidemment, parce que là, ça va superposer toutes les encres. Mais si vous utilisez, si vous commencez à mettre du gris foncé, presque noir, ça va tramer, il va être moins net. Voilà. En plus, il va pas se superposer aux images. Il va faire un trou dans les images en dessous. Il va faire ce qu'on appelle de la défonce. Donc, c'est important quand on fait du texte d'utiliser vraiment l'encre noire à 100%, sauf bien sûr des titres, ils peuvent être en couleur si on veut. Parce que le E sont gros, c'est pas vraiment un problème. Mais le texte principal, du noir, 100%. Alors, sauf si vous affichez des choses sur un écran sur le web, parfois, sur le web, on n'utilise pas du noir pour les polices de caractère, on utilise du gris très foncé parce que c'est plus doux, plus agréable à lire. Mais pour l'impression, du noir 100%, c'est ce qu'il faut. Ok, donc vous avez mis le curseur dans le titre, vous allez dans la palette paragraphe, texte paragraphe. Elle est là. Et dans le menu de la palette paragraphe, dans le menu pancake ici de la palette paragraphe, vous avez étendue de colonnes. Et avec une case aperçue à cocher éventuellement, on a la possibilité de choisir étendue de colonnes. Oui, il y a aussi l'inverse. Un paragraphe peut être en 2 petites colonnes à l'intérieur de sa colonne. Ça, c'est ce qui s'appelle scinder la colonne. Mais nous, c'est l'inverse qu'on veut faire. On veut qu'il soit plus gros, pas plus petit. Les caractères. Donc, étendue de colonne. Et on va choisir 2 colonnes dans ce cas-ci. Voilà, 2 colonnes. Voilà, ça s'étend sur 2 colonnes. Donc, techniquement, il est dans la colonne de gauche, mais on l'autorise à s'étendre sur la colonne d'à côté. Étendue de colonne 2. OK. C'est donc en cliquant
avec l'outil texte dans le paragraphe du titre et en demandant dans le menu de la palette paragraphe, étendue de colonne, on choisit étendue de colonne 2 dans ce cas-ci. OK. Le nombre de mots par ligne n'est pas équilibré. Je pourrais faire ceci dans mon cas. Open your eyes, ouvre tes yeux. Je me mets devant le mot financier et je vais faire un saut de ligne forcé. Shift, retour chariot. Donc ce n'est pas une fin de paragraphe, c'est juste chasser à la ligne suivante le mot. Mais je ne vais pas faire ça, j'annule. Saut de ligne forcée, normalement, dans Word, vous devez connaître. Shift, entrée. Je peux demander que automatiquement tous les titres qui utilisent ce style de titre soient équilibrés au niveau des lignes et on va voir si ça fonctionne parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Et en plus, j'ai désactivé la césure, mais on va voir. Dans le menu de la palette paragraphe, toujours en ayant le curseur qui clignote n'importe où dans le paragraphe pour qu'il sache que c'est ça que je vais modifier, vous avez équilibré les lignes en drapeau. Et il n'a rien fait ici parce que il n'y a pas assez de mots pour qu'il puisse le faire. Mais si j'ajoute un mot, voilà. On voit que d'office, il a pu mettre le mot financier à la ligne suivante. Voilà. Si je décoche équilibrer les lignes en drapeau, la démo n'est pas géniale ici, mais sachez-le, ça va améliorer les choses, hein, d'équilibrer les lignes en drapeau. C'est ça que ça veut dire. Il essaye de répartir les différents mots. OK. Sur différentes lignes. OK. Mais là, impossible de vous faire la démo, mais peut-être que vous avez vu. En tout cas, voilà, je le laisse enclencher, équilibrer les lignes en drapeau, c'est mieux. Il y a le petit V en face. Et alors, ce qu'il faudrait faire, c'est, puisque je viens de manuellement faire des modifications sur le titre là, je vais d'ailleurs l'afficher, le mettre en alignement à gauche, ce sera peut-être mieux dans ce cas-ci. Voilà, alignement à gauche, voilà. Ce que je vais faire, c'est évidemment mettre à jour le style pour que tous les titres que je vais faire par la suite soient comme ça. Dans la palette style de paragraphe, texte style de paragraphe, on a le petit plus ici. Quand on survole, ça va m'indiquer toutes les modifications que j'ai fait dans le titre là, dans lequel le curseur clignote. Je vais demander de redéfinir le style. Voilà. Comme ça, quand je l'appliquerai ailleurs, ce sera vraiment tout ça. Alignement à gauche, équilibre des lignes, la couleur rose que j'ai mise entre-temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà. Donc finalement, le saut de ligne forcée, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé la technique de l'équilibrage automatique des lignes. Est-ce que ça vous paraît plus ou moins clair? Ça marche? OK, voyons. On va exporter la page en PDF. On va faire 2 exportations. Ah, je vais quand même aller vérifier. Oui, il me met une erreur. Hein. Il me met une erreur parce que j'ai du texte en excès, mais on va dire que c'est bon comme ça. Je vais quand même aller vérifier dans la palette lien, fenêtre lien, dans le bas de la palette lien, si la résolution est bonne. Maintenant, je suis à 230, donc c'est pas bon. L'image, là, à l'intérieur du bloc, je double-clique. Je devrais, avec l'outil de transformation manuelle, la faire plus petite. Parce que... Elle est où? Le jaune, c'est pas terrible, finalement. Voilà. OK. Voilà. 323, OK. Voilà. Donc, comme on avait dit, si on voulait vraiment l'avoir plus grande dans la mise en page, il faudrait multiplier les pixels par Photoshop, avec Photoshop ou avec une autre IA, pour récupérer une version plus précise de l'image. OK, donc point de vue du nombre de pixels, on est bon.
Ah, presque. OK. Il faut normalement être au-dessus de 300. Alors, je vous montrerai une ressource où j'explique comment on peut ajouter une règle au contrôle en amont. Dans le contrôle en amont, qui actuellement me dit qu'il y a une erreur parce qu'il y a du texte qui dépasse, je peux ajouter très facilement une règle qui me dira quelles sont dans le document les images qui sont en dessous de 300 pixels par pouce. Alors là, c'est facile parce qu'on en a que 2, mais si vous avez tout un document avec 36 images, la règle qu'on peut ajouter au panneau de contrôle en amont, elle sera quand même utile. Parce que c'est important. Vous allez voir que durant l'exportation du PDF, on peut abaisser la résolution. Il va falloir qu'on l'abaisse à exactement 300 si c'est ça que l'imprimeur veut. Par contre, l'augmenter, c'est pas possible par l'exportation du PDF. Donc, il faut toujours que toutes les images aient plus de pixels que ce qui est requis dans le PDF. Votre imprimeur vous dit que vous devez lui fournir des images à 300 pixels de résolution. Il faut que toutes les images soient au-dessus, 300 ou au-dessus. Si on a une en dessous, ça n'ira pas. OK. Alors, on y va. Fichier exporté, puisque vous avez demandé comment on fait les traits de coupe, vous allez voir. Fichier exporté. Donc, il ne s'agit pas d'un assemblage ici, il s'agit de la création d'un PDF. L'assemblage, on verra plus tard, pour l'archivage, la création du dossier avec le InDesign et avec toutes les ressources. Alors ici, vous avez les différents types d'exportation. Il y a du PDF interactif, c'est possible. On peut très facilement faire de l'interactivité dans un document InDesign avec des boutons, de la vidéo, du son, sauf que ça marche pas sur des appareils mobiles parce que c'est du PDF. À quoi ça sert alors? Une borne interactive, par exemple. Vous avez une borne interactive à l'accueil avec un ordinateur dans une grosse caisse, là, et les gens peuvent, avec un écran tactile, naviguer. C'est très facile, n'importe qui peut se faire une borne interactive avec, grâce à la technique du PDF interactif qui ne demande pas de savoir coder. Et ça fait des décennies que ça existe. Mais, donc, c'est pas un PDF interactif qu'on va faire, ce sera pour l'impression. Vous voyez qu'on peut faire aussi des livres électroniques, du HTML, mais c'est marginal, c'est pas génial, c'est juste de l'exportation de texte. Je vais pas en dire plus ici. Et des images aussi. On peut aussi exporter sous forme d'image la mise en page. Mais le plus courant, ce sera donc le PDF pour l'impression. Donc, on clique sur enregistrer. On a la boîte ici. Accrochez-vous. Normes. Ah oui, normalement, il faut aplatir les transparences, mais ça, c'est une autre histoire. C'est pour éviter des problèmes d'interprétation du PDF chez l'imprimeur, l'aplatissement des transparences, et ça, c'est grâce éventuellement à une norme ici que ça va se faire. L'imprimeur vous dira quelle est la norme que vous devez mettre. Quoi qu'il en soit, on va aller dans le processus. Est-ce qu'on exporte toute ou une partie des images? Ça se décide là. Blanche, c'est quand on a des documents double page de gauche, page de droite, donc du double page. Est-ce qu'on veut que les deux pages soient réunies en une seule ou pas? Ça dépend de sur quoi on veut imprimer, mais la plupart du temps, on ne demandera pas planche. Donc, dans InDesign, planche, c'est la double page, gauche et droite. Et la plupart du temps, pour l'imprimeur, il faudra que les pages soient, comment dire, indépendantes dans le PDF. Il ne faut pas qu'elles soient... Absolument, et je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, afficher le PDF après exportation, vous pouvez, mais c'est pas certain que ça va s'ouvrir dans le bon logiciel, ça dépend comment l'ordinateur est réglé, on va voir. Compression. Vous allez pouvoir demander ici à compression, interpolation à 300 pixels par pouce pour les images au-dessus de 300 pixels par pouce. Il faut modifier ici. Toute image au-dessus de 300 pixels par pouce sera diminuée.
à 300 pixels par pouce. Si vous faites de l'impression jet d'encre, du 150 pixels par pouce est suffisant. Il n'y a pas besoin d'envoyer du 300, ça va être 4 fois plus long et la qualité ne sera pas meilleure. Donc sachez-le, le jet d'encre, 150 c'est bon, mais l'imprimeur avec sa presse offset, lui, c'est du 300 qu'il lui faut. Même plus pour s'il imprime en meilleure qualité. Ça, on peut monter parfois jusqu'à 450, mais c'est lui qui va vous le dire. Si vous rencontrez l'imprimeur au départ, il va vous dire en fonction du papier que vous avez choisi, la qualité que vous voulez, qu'est-ce que vous devez fournir comme PDF, comme densité de pixels des images, la résolution. Bon, en gros, oui, pour les images en niveau de gris et monochrome, on ne va pas régler parce qu'il n'y en a pas. Repères et fonds perdus, vous pouvez cocher tous les repères d'impression, mais vous décochez les repères de fonds perdus, ils ne servent pas vraiment. Repères et fonds perdus, tout sauf repères de fonds perdus. Donc, il y aura les traits de coupe dans le PDF. On n'a pas réglé dans le document, dans fichier, format de document, on n'a pas réglé la valeur de fonds perdus. On doit le faire ici, du coup. 3 mm. 3 mm, voilà. Si vous oubliez, c'est la cata. Ça, je vous fais l'explication simple ici. Hein. Je vous fais l'explication simple. Sortie. Sortie, c'est là que vous devez choisir de convertir tout ce qui est RVB dans le document vers, et on peut choisir convertir vers la destination, conserver les numéros. Et on choisit ici la norme que l'imprimeur vous donne. Est-ce que vous utilisez du papier graineux ou lisse? Coated, c'est du lisse. Uncoated, c'est du graineux. Voilà. Est-ce que vous imprimez en Europe ou en Amérique du Nord? Ça, c'est pour l'Europe, le faux gras. Ça, j'avoue que moi, par exemple, je n'ai jamais utilisé ça et ça a toujours bien parti à l'impression. C'est toujours bien parti à l'impression. Ça dépend de la qualité qu'on veut. Si on fait n'importe quoi, si on règle pas ça, L'imprimeur me dit un rouge va rester du rouge. Par contre, un rouge framboise va peut-être se transformer en rouge cerise. Est-ce que ça a de l'importance ou pas? Si la réponse est non, à ce moment-là, ça n'a pas trop d'importance de régler ça. Mais si on veut être tip-top au niveau des couleurs, il faut envoyer ça vers le bon type de papier, en fait. Alors, je vous dis quand même que si vous avez installé InDesign en anglais, vous aurez... il faudra vraiment faire gaffe parce qu'il sera réglé pour exporter vers les presses américaines. Et en Amérique du Nord, et au Japon d'ailleurs aussi, on utilise du cyan magenta jaune noir, forcément, il n'y a pas le choix. Sauf que c'est pas le même cyan, c'est pas le même magenta, la couleur n'est pas la même. Et donc, forcément, si vous exportez un PDF et que vous réglez ça en US, vous allez imprimer en Europe, ça va être complètement... Les couleurs vont changer. Ok, voilà, donc faux gras 39, c'est bien. Voilà, c'est là que ça se passe. Avancer, il n'y a rien à faire ici. Protection non plus, synthèse. Voilà. Et alors, ce qu'on pourrait faire ici, pour garder ça, tous ces réglages qu'on vient de faire, c'est cliquer sur Enregistrer prédéfini. Et là, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais indiquer que c'est l'export faux gras 39, 300 dpi. En septembre 2025, voilà. Et donc, il est dans la liste des paramètres prédéfinis ici. Fois suivante que je veux exporter pour le même support, ce sera dans la liste. Je n'aurai pas besoin de tout refaire. On clique sur exporter. Ça va s'ouvrir peut-être pas dans le bon logiciel chez vous. Hein. C'est OK, il me dit qu'il y a du texte en excès. Je sais. Voilà. Et alors, c'est en train d'exporter. OK, il me propose d'utiliser Adobe Express, mais voilà, on va pas faire ça. Bon, mais il me l'a pas ouvert. Ah, tiens, on va voir. Voilà, il a fait un PDF, mais il n'a pas ouvert. Tiens, pourtant, je croyais avoir ouvert, avoir coché ouvrir après exportation. Voilà.
Ouais. Est-ce que ça s'ouvre dans Acrobat chez vous? Ouais. Qu'est-ce qui me fait? Oh mince, je suis à court de mémoire. Acrobat, c'est parfait, ça veut dire que l'ordinateur est réglé pour ouvrir les PDF dans Acrobat. Acrobat Reader ou Acrobat tout court? Parce que Parfait, c'est le Acrobat qui permet les modifications et tout. Ok. Encore une fois, je n'explique pas tout ici parce que c'est long, il y a plein de détails, mais c'est une première salve d'informations pour dégrossir la question. Alors ici, vous avez les gammes couleurs, mais en réalité, les imprimeurs ne les aiment pas, celles-là. On n'aurait pas dû les cocher, gamme couleurs, parce qu'ils émettent eux-mêmes les gammes couleurs. On a ce qu'on appelle les hirondelles, qui permettent que toutes les encres arrivent exactement au bon endroit sur le papier. C'est des cibles pour régler la presse, en fait. Voilà. C'est hyper précis. On a les traits de coupe. On a des informations sur le document en dessous. Je vais essayer de remonter ça. Quelle misère. J'arrive pas à bouger. Ok, ça marche. Oui, parce qu'on l'avait demandé, le nom du document et l'heure et la date à laquelle le PDF a été créé. Donc ça va s'imprimer sur le bord de la page, mais les traits de coupe vont recouper. Alors vous voyez le fameux fond perdu. Si vous avez fait une image qui déborde au-delà des limites de la page, il y a une partie de l'encre qui va être imprimée pour rien, mais c'est la seule manière que l'image soit jusqu'au bord de la page. Donc, tu demandes, est-ce qu'il ne faut pas augmenter la taille de la table de montage pour pouvoir faire les bords perdus? mon père est assez grand, mais c'est possible que parfois, on ait une bonne Non, c'est parce qu'on peut recadrer l'image pour qu'elle tienne sur la table de montage. Il n'y a pas besoin de nécessairement... oui, on peut recadrer comme ça, hein, voilà, tant qu'on est à plus que 3 mm du bord de la page qui est là en noir, c'est bon. Hein. Oui, je me demandais si la table de montage était trop. Ah, ben si la table de montage est trop petite et qu'on a besoin d'un jour de l'agrandir, c'est édition préférence, vous pouvez tester, allez-y, édition préférence. Et ici, sur le Mac, InDesign préférence, repère et table de montage. Et là, on a la largeur. Qu'est-ce qu'il y a comme espace à gauche et à droite de la page? À la place de 215, je vais indiquer par exemple 350, voilà. Et en hauteur, à la place d'un pouce, je vais indiquer 150, par exemple, voilà. Ou 180, voilà. OK. Et donc, on a une table de montage très grande sur laquelle on peut mettre plein d'images sur le côté pour faire préparer sa mise en page, oui. Donc, ça ne pose aucun problème. Donc, l'exportation, que la table de montage soit grande ou pas, elle est la même. Ça. Bon, la mise en page n'est pas géniale ici, hein, c'est juste un document martyr pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous avez la réponse à la question. Voilà, ça, c'est un PDF pour l'imprimeur. Maintenant, si c'est un PDF qu'on fait pour une imprimante jet d'encre, je vous montre. Fichier exporté. Voilà, je vais préciser que c'est pour le jet d'encre. Je peux même, dans le nom du fichier, indiquer que je vais la faire à 150 dpi en RVB. Voilà. Et alors, la différence, ça va être qu'ici, en compression, je vais demander interpolation à 150 pour toutes les images au-delà de 150. Voilà. Donc, le PDF sera 4 fois plus petit, mais en fait, en jet d'encre, il n'y a pas le processus de tramage, les petits points que l'imprimeur doit faire. Il y a besoin de moins de pixels. C'est un tramage aléatoire en jet d'encre, pas un tramage régulier. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'autant de pixels. Repères et fonds perdus. Donc, les gammes de couleurs, on avait dit, on n'en a pas besoin. Ça, c'est les petites hirondelles, on n'en a pas besoin non plus. Donc, ce qu'il nous faut, c'est les traits de coupe, éventuellement. Oui, parce qu'il faudra recouper la page une fois qu'elle est imprimée. En général, Oui. pour se faire un document pour un table, moi, je laisse faire l'impression et je l'ai poussé à ça.
Donc, oui, si c'est un petit document, un flyer que vous imprimez sur la photocopieuse couleur, c'est ça? Ouais. Oui, pas besoin nécessairement de trait de coupe. Mais si c'est un poster que vous imprimez sur du grand jet d'encre, une imprimante large, C'est un poster, alors on envoie l'imprimeur et ah, c'est juste. à l'imprimeur, d'accord. Mais donc, oui, les actions. Parce que souvent, il y a peut-être une serveur pour eux. Alors, si c'est pour une imprimante jet d'encre ou pour une imprimante laser couleur, donc c'est du RVB, on n'est pas obligé d'envoyer du CMJN. Comme je vous ai dit, hein, ça risque d'être plus terne si vous envoyez du CMJN que d'envoyer un PDF RVB à l'imprimante jet d'encre. Et donc ici, conversion de la couleur, on va faire aucune conversion de la couleur. Ou à la rigueur, conversion vers un profil qui sera du RVB. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Mais vous pouvez aucune conversion de la couleur et ça envoie le PDF RVB. Voilà. Là aussi, je peux enregistrer prédéfini. Et voilà. Et donc là, il a affiché, voilà. Oui, j'avais les traits de coupe que j'avais demandé, mais vous dites que vous ne le faites pas, mais voilà, vous avez le principe. Hein. Et c'est PDF RVB. Tiens, si je compare avec le PDF d'avant, est-ce que j'arrive à le rechercher, le PDF d'avant? Oui. Bizarrement, il ne le voit pas. On va faire comme ça. Oh, c'est comme ça, voilà. Sur la suite. Voilà. Donc, en principe, dans le PDF CMJN, s'il y avait des couleurs vives, elles devraient apparaître moins vives, en fait, si vous aviez des couleurs vives. C'est ça, puisque le jet d'encre est capable de faire plus. C'est du RVB dans la version pour jet d'encre. Mais malheureusement, ici, j'avais pas vraiment de couleurs vives dans mon document, en fait. Donc, la démo ne peut pas se faire, mais vous pourriez voir que les images dans la version pour l'imprimeur se sont ternies, elles se sont mises dans la gamme de l'imprimeur, la gamme de la presse de l'imprimeur. Voilà, donc ça c'est pas mal déjà. Pourquoi c'est important que le PDF pour l'imprimeur, les planches gauche et droite ne soient pas réunies en une seule? C'est parce que lui, il va imprimer votre document, par exemple, ça c'est un document 16 pages, il l'imprime sur une grande feuille recto verso. Et il fait ce qu'on appelle l'imposition, c'est-à-dire que les pages du PDF sont positionnées tête bêche. La ligne indique, oui, évidemment que ceci est un 9 et pas un 6. Il les met tête bêche. C'est son logiciel qui fait ça. Et de manière à ce qu'une fois que la feuille est imprimée recto verso, puis pliée, puis rognée, les pages sont dans le bon ordre, en fait. Et donc, ce n'est pas à vous à faire ça. L'imposition, le positionnement comme ça, c'est chez l'imprimeur que ça se fait. Et si les pages gauche et droite sont réunies en une seule, ça marche plus. Voilà. Alors, on obtient à la fin ce qu'on appelle un cahier. Et il y a les pages intérieures du cahier qui sont continues. Là, il n'y a pas de problème. C'est là qu'on met généralement les photos double page. Comme ça, il n'y a pas de décalage possible. La page intérieure du cahier est en une pièce. Quand on assemble plusieurs cahiers, ça fait un magazine ou un livre. Voilà, c'est le principe. Et il y a différentes manières d'assembler les cahiers. C'est ce qu'on appelle de la reliure, quoi. Différentes techniques de reliure. Voilà, ça répond à la question pourquoi pas un export par planche?